bien, bonjour à tous et merci à chacun d'être derrière vos écrans pour cette deuxième édition des webinaires agro-organiques, stimuler la vie des sols cultivés, la redécouverte de la rhizosphère. Donc, pour rappel, la première édition qui était intitulée Biostimulant et biocontrôle et si nous comprenions la réglementation est actuellement en ligne sur le site internet Fraissinet. Donc, n'hésitez pas à aller revoir cette première édition. Donc, moi, je suis Olivier Demarle et je suis directeur recherche-développement chez Fraissinet et je suis aujourd'hui avec Marie-Emmanuelle Saint-Macary qui est docteure en physiologie végétale, responsable recherche-expérimentation aussi chez Fraissinet. Et donc, c'est elle qui, avec notamment Claude Alabouvelle, notre intervenant, a préparé cette belle intervention sur la redécouverte de la rhizosphère. Donc, vous avez l'habitude un peu de l'organisation et de l'agencement de nos webinaires. Donc, après une brève introduction de Manu qui va poser le contexte et présentera l'intervenant, nous aurons une présentation d'une 40aine de minutes et qui sera entrecoupée de temps de synthèse et de mise en avant des éléments importants. Et ces petits temps-là seront faits par Manu. En fin de session, nous répondrons à vos questions. L'idée, c'est que vous pouvez réagir tout au long de la présentation et poser vos questions sur le chat. Et j'aurai la lourde tâche de compiler et de relayer les questions aux présentateurs. Et nous nous engageons à répondre à toutes les questions, peut-être pas forcément pendant le webinaire, mais peut-être après, par la suite, par email, pour toutes les questions qui seront restées en suspens. Merci Olivier pour cette présentation. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition qui a pour thématique le sol. Donc, effectivement, longtemps délaissé, le sol agricole est pourtant la clé de voûte de l'agronomie. Donc, ça, c'est pas une nouveauté. Chez Fraissinet, nous sommes convaincus depuis de nombreuses années et la plupart des produits ciblent le sol. C'est également, donc, comme pierre angulaire et le slogan « Nourrir le sol pour nourrir les plantes ». Aujourd'hui, cela se décline au concept de biostimulation du sol qui prend toute son importance avec la mutation que connaît l'agriculture aujourd'hui. Donc, pour cela, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le docteur Claude Alabouvette, que je remercie particulièrement d'avoir accepté notre invitation. Il est ancien directeur INRA de Dijon et conseiller scientifique de la société Agren. Donc, c'est un grand spécialiste, même le spécialiste français, je dirais, microbiologie du sol. Avec près de 40 ans d'expérience, c'est vraiment la personne qui peut nous décrypter et vraiment celle qui peut le mieux nous expliquer et nous parler des différentes populations de micro-organismes du sol et notamment tous les concepts qui peuvent se décliner en production végétale. Donc, je vais laisser la parole à Claude pour décliner tout ça et je ferai des temps de synthèse entrecoupés de toute son intervention. Claude, à toi. Eh bien, bonjour à tous et merci à Marie-Emmanuelle pour son introduction. La première diapo concerne les fonctions du sol. Vous avez à gauche la production. Il est évident que pour l'agriculteur, le sol, c'est quand même l'élément moteur de la productivité agricole. Au milieu, on a mis les principales régulations du sol, cycle de l'eau, cycle des nutriments, pouvoir tampon, puits de carbone. Et ce sur quoi nous voulons insister ici à droite, c'est sur l'habitat. Alors l'habitat, c'est bien sûr là où nous construisons, nous les hommes, et puis tous les ans, on détruit quelques centaines, quelques milliers d'hectares de terres arables pour y construire des parkings de supermarchés, ce qui n'est pas forcément très intelligent. Par contre, ce qu'on l'on veut insister ici, c'est que le sol est l'habitat de centaines de millions d'organismes vivants, de la faune et de la flore. Pardon, c'est dans mon mauvais sens. Voilà. Donc, sur cette diapo suivante, on vous présente un profil de sol que vous avez l'habitude de reconnaître avec la roche-mère en bas, l'horizon B et puis l'horizon superficiel qui est celui qui est le plus colonisé par les racines des plantes. Par contre, j'insiste aussi sur ce gradient vertical ici avec plus d'eau quand vous allez en profondeur, mais surtout moins d'oxygène. Et je voulais insister là-dessus parce que la plupart des organismes dont nous allons parler par la suite sont des organismes aérobies. Donc, il est évident que s'il n'y a pas d'oxygène, ils ne vont pas être actifs. Ensuite, vous avez un gradient dans le sens de la gauche vers la droite en fonction de la taille des mottes.
puis des mottes un petit peu plus petites, et ensuite des agrégats, puis des micro-agrégats. Ce qui est important, c'est de bien voir la flèche noire ici, qui parle de la concentration de la matière organique, qui va dans ce sens-là, avec les organismes vivants qui se trouvent dans la plus petite fraction du sol. Donc, sur cette même diapositive, on vous présente simplement en plus la faune et la flore. Vous avez des gros éléments type vers de terre qui sont au niveau des mottes et qui jouent un rôle, comme vous le savez, en particulier pour l'aération. Souvent ignorés, par contre, vous avez des tas d'arthropodes, des acariens, des colamboles qui jouent également un rôle important dans la faune du sol. Puis vous avez les nématodes qu'on connaît tous en tant qu'agents pathogènes de certaines plantes, mais qui en fait, vous avez également beaucoup de nématodes utiles. Et puis finalement, la microflore dont nous allons discuter essentiellement aujourd'hui, des bactéries, des champignons et des microalgues. Donc, ce qui est important aussi pour vous donner une petite idée de cette abondance et de cette diversité de micro-organismes, et surtout de l'abondance ici, on a l'habitude de dire qu'on a entre 1 million et 1 milliard de cellules bactériennes au gramme de sol pour une biomasse, et c'est ça moi qui m'impressionne toujours, de 1500 à 5000 kilogrammes de bactéries par hectare sur une profondeur de 20 cm. Pour les champignons, c'est de l'ordre de 3500 à 5000 kilos hectares, et 1 mètre carré de sol peut contenir 10 000 km de filaments mycéniens. C'est quand même très impressionnant. Sur la diapo suivante, nous présentons la solution du sol. La solution du sol, c'est à partir de là que la plante tire ses éléments nutritifs principaux. Et il y a deux compartiments qui sont importants. À gauche, le compartiment organominéral avec le complexe argilo-humique qui régule la disponibilité des éléments nutritifs pour la plante. Et de l'autre côté, les processus biologiques qui mettent en œuvre tous ces micro-organismes et qui se passent dans la rhizosphère dont nous allons parler dans une minute. Mais ce qui est très important aussi, c'est de bien avoir ici la flèche matière organique, parce que votre sol ne fonctionne que s'il y a de la matière organique pour nourrir tous ces micro-organismes. Donc, nous allons parler maintenant de la rhizosphère, qui est donc ce compartiment-ci. Alors, la rhizosphère, alors attendez, je suis un petit peu paumé, voilà, c'est la zone qui est soumise à l'influence du système racinaire. Les biostimulants microbiens sont des micro-organismes du sol et en fonction de leur interaction avec la plante, on va voir ceux qui sont les plus associés à la racine, qui sont les symbiotes. Vous avez ceux qui vivent et qui sont actifs dans la rhizosphère, que l'on appelle des mutualistes, et puis vous en avez qui sont capables de vivre indépendamment de la plante, de la présence de la plante, dans le sol, aux dépens des résidus de culture, de la matière organique, etc. Et un petit code couleur qu'il faut repérer, vous avez les bactéries qui sont présentées en vert ou en bleu, et les champignons qui sont présentés en jaune et en orange. Voilà. Donc, la rhizosphère, c'est donc, comme je vous l'ai déjà dit, la zone du sol qui est soumise à l'influence du système racinaire de la plante. Alors, c'est un volume. Alors, ce volume, il dépend bien sûr du type de plante et du type de sol. Vous avez une rhizosphère qui va être beaucoup plus importante dans un sol argilo-calcaire que dans un sol sableux et très poreux. Et ce qui conditionne aussi le volume de rhizosphère, c'est bien sûr la matière organique. Et donc, cette rhizosphère, c'est essentiellement la zone d'échange entre, d'une part, les racines et les micro-organismes qui vivent, les micro-organismes entre eux, puisqu'ils sont nombreux à être actifs dans la rhizosphère, et les racines et la solution de sol. C'est également une zone de variation du pH, de la teneur en oxygène et en CO2. Donc, il y a énormément de choses qui se déroulent dans cette rhizosphère. Maintenant, on va parler des biostimulants puisque c'est l'objet de ce séminaire et nous avons reproduit ici la définition relativement récente qui a été donnée au niveau européen. Donc, le biostimulant est un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu'il contient. Donc, un biostimulant n'est pas un engrais.
Et le but de ce biostimulant, c'est d'améliorer une ou plusieurs des caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère, c'est toujours dans la définition européenne. Et les 4 caractéristiques qui sont données ici, c'est en commençant par l'en haut, la tolérance au stress abiotique, ensuite l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs. Ces 2 fonctions-là, ça se passe dans la plante, et vous avez des caractéristiques qui concernent plutôt le sol ici, la disponibilité des éléments nutritifs qui sont confinés dans le sol et qui ne sont pas aussi disponibles qu'ils devraient l'être pour la plante. Et la 4e caractéristique, c'est une amélioration des caractéristiques qualitatives de la production agricole. Ce n'est pas ce qui est de plus facile à mettre en évidence. Voilà, à toi Marie-Emmanuelle. Donc, merci Claude pour cette introduction donc, sur ce sujet assez complexe. Donc, très schématiquement et vraiment juste pour bien comprendre les bases pour la suite de ce webinaire, donc le sol, effectivement, est une composante importante, souvent caractérisée et limitée à sa physico-chimie, en tout cas pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, la composante biologique du sol est enfin mise sous les feux des projecteurs et il était presque temps, je dirais, parce qu'effectivement, vu le nombre d'habitants qu'il y a dans ce sol, on ne peut pas ne pas les considérer et d'autant plus qu'ils peuvent avoir une action au niveau de l'agriculture et qu'ils en ont une. Donc, schématiquement, vous avez la brique sol, physico-chimique, biologique, au centre, la matière organique. Le sol est aussi un puits de carbone, c'est aussi une façon de retenir l'eau, les éléments nutritifs qui y sont recyclés. Donc, on pense souvent, donc c'est le petit tracteur, à la production végétale qui a longtemps été aidée par des fertilisants ou des engrais sur cette brique physico-chimique à proprement dite. Vous avez également, pour améliorer la physique des sols, les amendements ou les supports de culture. Là, c'est carrément on crée un substrat. Et vient cette nouvelle catégorie assez innovante en quelque sorte, où on parle d'inoculants microbiens et qui font réellement partie des biostimulants au titre de la nouvelle définition européenne. Voilà, donc quels sont ces micro-organismes ? Quel est leur rôle au niveau de la rhizosphère et le sol en général? Claude va nous l'expliquer maintenant avec les différents types que nous pouvons rencontrer. Claude, c'est à toi. Ok, merci. Alors, c'est que j'ai perdu mon... Où est passé mon exposé? Et le voilà. Donc, on va commencer par les micro-organismes qui ont les relations les plus intimes avec la racine de la plante, puisque ce sont des symbiotes. Des symbiotes, ça veut dire qu'ils pénètrent dans la plante et qu'ils vont créer des organismes un petit peu particuliers, des organites un petit peu particuliers, temporaires, avec la plante. Les 2 exemples les plus connus de tout le monde, je pense, ce sont les bactéries fixatrices d'azote qui appartiennent au groupe des rhizobiacées et qui forment des nodulations avec les légumineuses et les champignons mycorhizogènes. Dans les 2 cas, on va le voir maintenant, on a pénétration du micro-organisme dans la racine de la plante. Alors, le premier exemple, c'est celui de la bactérie Rhizobium qui va coloniser la racine pour lui faire former un nodule. C'est un système qui est extrêmement compliqué puisque on a un dialogue moléculaire qui doit s'instaurer entre la racine et le micro-organisme pour aboutir à la fermentation de ce nodule. Donc, la bactérie reconnaît la plante grâce à des molécules qu'on appelle des flavonoïdes, qui sont sécrétées par la plante, qui vont permettre à la bactérie de pénétrer. Et la bactérie répond en produisant des facteurs nodes qui vont induire que la bactérie se situe. Elle va capter l'azote de l'air, le transformer en ammonium et le restituer à la plante. Et en échange, puisque c'est une symbiose à bénéfice réciproque, donc la bactérie fournit une source d'azote assimilable à la plante et la plante donne de l'énergie qui provient de sa photosynthèse pour permettre à la bactérie
de se développer et de faire cette activité-là. Deux photos de nodosité de Bradyrhizobium japonicum sur soja, parce qu'on n'appelait pas ça à l'époque des biostimulants, mais c'est la première inoculation microbienne que l'on a faite largement en Europe, et en France en particulier, puisque le soja étant une plante d'origine américaine, la famille de Rhizobium, l'espèce plutôt de Rhizobium, Bradyrhizobium japonicum, qui colonise et qui forme les nodosités avec le soja, ne préexistait pas dans les sols. Parce que ce que j'ai peut-être oublié de dire dans la diapo précédente, c'est que ce dialogue moléculaire, il est spécifique de la bactérie et de l'espèce végétale. Donc, il a fallu introduire le Bradyrhizobium japonicum pour éviter d'utiliser un apport d'engrais azoté et remplacer un engrais azoté pour avoir un rendement correct de soja dans nos régions. La deuxième grande famille de symbioses qui sont bien connues, ce sont les champignons qui forment des mycorhizes avec les plantes. Alors, par contre, c'est peut-être un petit peu moins bien connu. Il y a deux types de mycorhizes qui sont produites. Les ectomycorhizes, dans ce cas, vous avez un réseau mycélien qui pénètre mais qui respecte les cellules végétales. Le champignon reste intercellulaire. Et quand il sporule, il forme les fameux carpophores, les champignons qu'on va récolter dans les prés ou dans les forêts à l'automne. Mais plus important pour l'agriculteur, pour l'agriculture, ce sont les endomycorhizes. Et dans l'endomycorhize, le champignon pénètre à l'intérieur de la racine et il pénètre aussi à l'intérieur de la paroi cellulaire de la plante, mais il respecte la membrane cytoplasmique. Et donc, on a une zone d'échange extrêmement importante entre le champignon et la plante. Donc, ces champignons endomycorhiziens, ils survivent dans les sols sous forme de spores inactives, complètement inactives. Ces spores vont se réveiller sous l'influence de la racine et comme dans le cas des rhizobiums, vous avez un dialogue moléculaire entre le champignon dans ce cas-là et la plante avec la formation de facteurs MIC qui permettent la mycorhisation. Ces spores, elles germent, elles pénètrent et elles vont former à l'intérieur de la racine ces vésicules et ces arbuscules. Vous avez ici en microscopie électronique une image de la ramification très intense du champignon à l'intérieur des membranes cellulaires et en contact avec la membrane cytoplasmique. Et quand tout se passe bien, eh bien, le champignon apporte des éléments nutritifs faiblement disponibles, et en particulier dans le cas des endomycorhizes, il s'agit du phosphore, mais pas uniquement, mais beaucoup de phosphore. Et quand tout se passe bien, vous avez un effet bénéfique de la mycorhisation sur la croissance de vos plantes. Ici, c'est une photo qui a été prise sur des jeunes plantules de framboisier. Ce qui est très important aussi, c'est qu'indépendamment de ces processus biochimiques d'interaction avec fourniture d'azote ou de phosphore, vous avez en particulier avec les mycorhizes la création d'un réseau de filaments mycéliens qui sont extérieurs à la plante, mais qui correspondent à une augmentation de son volume racinaire. Ça permet de maximiser l'exploration du sol pour une captation des éléments nutritionnels et également de l'eau, puisque les mycorhizes peuvent être utilisés pour lutter contre les stress de sécheresse dans les sols. Donc, voilà pour que Marie-Emmanuelle vous présente cette synthèse. Donc, merci pour cette partie. Alors, bien que ce soit, je pense, les inoculants microbiens aujourd'hui vendus les plus connus, souvent on ne connaît pas leurs caractéristiques propres, comme vient clairement de dénoncer Claude. Donc, oui, ce sont bien des symbiotes, donc bactériennes d'une part ou fongiques de l'autre. Les symbiotes ont effectivement cette particularité de pouvoir échanger entre elles pour mettre ces organites mutualistes, c'est-à-dire c'est du donnant-donnant. Il en est aujourd'hui beaucoup vendu sous forme de produits au niveau de l'agriculture, mais des choses qui ne sont pas forcément bien comprises, c'est que la plante donne le tempo, c'est-à-dire que c'est souvent lors de carences ou de stress que la plante émet au niveau de la rhizosphère des molécules. Et c'est à partir de ce moment-là que ces fameuses molécules viennent dialoguer avec leur environnement, souvent proche, bactéries
et ou champignons, voire les deux. Et effectivement, là, c'est à ce moment-là que la symbiose peut avoir lieu. Dans le cas des bactéries, les plus connues, effectivement, sont les bactéries dites symbiotiques de type rhizobium. De nombreux produits sont commercialisés à base de rhizobium, même si c'est souche dépendant et variété dépendant, comme l'a rappelé Claude. Tout ça pour former des nodosités dont la plus grosse caractéristique et mode d'action revendiqué est effectivement une action fertilisante pour de l'azote, puisqu'elles peuvent capter l'azote. Donc, on va plutôt parler d'une assimilation des nutriments. Par contre, au niveau des champignons, là, l'action peut être beaucoup plus large. C'est vraiment aller explorer le sol. On va beaucoup plus loin avec des kilomètres d'ifs fongiques qui effectivement peuvent jouer et à la fois sur la nutrition et sur pas la rétention en eau, mais aller chercher de l'eau beaucoup plus loin pour les plantes et ou des éléments fertilisants. Dans le cas de ces champignons, on parle effectivement de mycorhizes au sens large, avec l'espèce la plus représentée qui est le genre Glomus, voilà, et qui forme effectivement des mycorhizes. Donc maintenant, nous allons passer à des choses peut-être un peu plus floues dans la tête des gens. Symbiote assez connu, on le voit, on en parle depuis un certain nombre d'années. L'introduction effectivement pour le soja montre bien que ce n'est pas nouveau. Par contre, beaucoup de bactéries et autres champignons sont arrivés pour d'autres catégories et c'est celle-ci que nous allons maintenant vous décrypter. Claude, c'est à toi. Bien, merci. Donc, nous passons à la catégorie du milieu que nous avons appelée mutualiste, tout en sachant très bien que les symbiotes sont aussi des mutualistes, puisque dans la définition du mutualisme, on parle de relations à bénéfice réciproque entre le micro-organisme et la plante. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on va se placer dans la rhizosphère avec des organismes qui sont des organismes du sol qui vont se développer et devenir très actifs dans la rhizosphère, là où la racine apporte des rhizodépôts. On parle en général d'exudats racinaires, mais il n'y a pas que des exudats racinaires. Vous savez que la 10, 20, 30%, ça dépend des évaluations et des plantes, des produits de la photosynthèse se retrouvent mis à disposition dans le sol des micro-organismes via les racines. Donc, il y a une source nutritive de sucre et d'acides aminés très importante qui provient de la plante et qui va mettre en activité, permettre de se multiplier à ces bactéries qui ont été décrites au début des années 80 sous le nom de plantes growth promoting rhizobacteria. Alors, c'est extrêmement divers en termes de systématique et on a pris quelques exemples ici. On va vous parler des Azospirillum, on vous montre une culture de bacillus dans une boîte de pétri, une culture de Pseudomonas fluorescent, sachant que très souvent, les premiers bactéries PGPR qui ont été décrites étaient des Pseudomonas fluorescents. Et en dessous, on vous a mis les deux termes biofertilisant et biostimulants, car si la réglementation européenne et par définition française crée une catégorie de biostimulants, en fonction des modes d'action, on va décider qu'il y a des biofertilisants et des biostimulants et on va vous montrer pourquoi. Donc, les biofertilisants, pour nous, ce sont ceux qui interviennent au niveau de la microflore, de la mise à disposition dans la rhizosphère, d'éléments nutritifs qui sont présents dans le sol, mais qui ne sont pas sous une forme facilement assimilable par la plante. Donc, on vous a déjà parlé de la fixation symbiotique avec les rhizobiums. Vous avez des bactéries libres, telles que Azospirillum, qui va profiter d'être actif dans la rhizosphère des plantes pour faire de la fixation d'azote atmosphérique et le mettre à disposition de la plante sous forme d'ammonium. Vous avez beaucoup d'organismes tels les bacillus, les pseudomonas, mais beaucoup d'autres qui sont capables de solubiliser le phosphore grâce à des phosphatases acides, des phosphatases alcalines. Il y a toute une diversité d'enzymes qui viennent mettre à disposition de la plante le phosphate qui n'est pas forcément facilement assimilable directement par la racine. Et puis, ces micro-organismes-là produisent des tas de métabolites secondaires qui peuvent intervenir également
avec la fertilisation du sol et on va vous illustrer avec le cas des sidérophores. Alors, les sidérophores, ça a été très bien travaillé avec démontré dans le cas des pseudomonas, mais d'autres plantes, d'autres micro-organismes représentés dans le sol, mais il est sous forme ferrique, Fe3+, et la plante n'est pas capable d'absorber le Fe3+, qui est donc pas soluble. Donc, pour absorber le fer, il faut passer par une molécule qui est de type sidérophore, qui peut être produite par des micro-organismes, en particulier par des pseudomonas. Donc, ces sidérophores, ce sont des molécules organiques qui captent le fer et qui, grâce à des récepteurs au niveau des racines, vont permettre au fer d'être absorbé par la plante sous forme en fait Fe2+. Donc, c'est bien une augmentation de la fertilité des sols que l'on voit ici, que ce soit de l'azote, du phosphore, du fer ou d'autres éléments nutritifs. C'est les micro-organismes aident à mettre à disposition de la plante ces éléments. Donc, c'est de la biofertilisation. De l'autre côté, ce qu'on va décrire sous le terme, ce que nous décrivons sous le terme de biostimulation, ce sont des phénomènes qui se passent à l'intérieur de la plante et qui viennent favoriser l'utilisation de ces éléments nutritifs qui ont été mis à la disposition. Donc, on a tout un tas de métabolites secondaires qui sont produits par les micro-organismes dans la rhizosphère. On a des hormones de type hormone végétale. On a des substances type exopolysaccharides qui font des biofilms qui jouent un rôle également dans la rhizosphère. Et ça peut conduire à une stimulation de la croissance. On a des hormones de type IAA qui sont produites par des micro-organismes mais qui peuvent être absorbées par les plantes. Et ce qu'on a montré ici, c'est le rôle d'une enzyme qui est l'ACC-déaminase qui, elle, intervient sur la tolérance au stress abiotique. Alors, on dit bien stress, pardon, je suis allé dans le mauvais sens, on dit bien stress abiotique, puisqu'on est dans les biostimulants, on n'est pas dans les agents de lutte biologique, réglementairement parlant. Mais on peut quand même jouer sur les stress abiotiques grâce à cette enzyme qui intervient pour dégrader les stades initiaux de la production d'éthylène. Or, l'éthylène est l'hormone du stress chez les plantes, elle intervient aussi dans la réaction au stress biotique d'ailleurs. Donc, vous avez une diminution du précurseur de l'éthylène et en diminuant la production de l'éthylène, vous permettez à la plante de mieux résister à certains stress d'origine abiotique. Donc, ces bactéries PGPR, elles produisent des métabolites secondaires qui viennent stimuler la croissance de la plante et d'autres métabolites secondaires qui vont diminuer sa tolérance au stress abiotique de termes du type salinité des sols, sécheresse, présence de métaux lourds, polluants divers. Donc, c'est très important, cette diversité de mécanismes. Donc, si Marie-Emmanuelle veut bien reprendre la parole. Oui, donc merci pour ce détail au niveau de ce qu'on a appelé donc les bactéries PGPR. Là, il s'agit de bactéries, de ce qui vient d'être présenté. Donc, effectivement, il a bien été détaillé l'aspect biofertilisant, même si c'est une catégorie à part entière au niveau réglementaire des biostimulants. On peut distinguer par son mode d'action et c'est assez facile à comprendre qu'effectivement, quand on parle de mise à disposition d'azote, de phosphore, d'éléments nutritionnels, voire de fer, l'élément indispensable à la synthèse de la chlorophylle, on peut imaginer qu'effectivement, au lieu de la mener sous forme minérale, c'est une façon de la mener et d'utiliser le potentiel sol pour mettre à disposition donc ces biofertilisants. Donc là, c'est assez facile à comprendre, c'est une action directe. Par contre, là où effectivement rentrent clairement des phénomènes de stimulation physiologique de la plante, c'est lorsqu'il y a sécrétion de métabolites secondaires qui là peuvent moduler la plante et notamment la racine puisqu'on est vraiment sur les biostimulants du sol, mais également des productions d'hormones, taux d'acité, l'IAA qui n'est autre que l'auxine, enfin,
Et effectivement, on sait très bien que l'auxine est une phytohormone clé dans la rhizogenèse, donc créer de la racine. Et également les productions de biofilms, qui sont ces manchons, souvent revendiqués pour certains produits, donc autour de la racine, qui a un effet à la fois protecteur et signalétique. Tout ça, ce sont des biostimulants, effectivement, qui vont bien avoir un effet de stimulation de la croissance. À tout ça s'ajoute effectivement la possibilité, dans cette signalétique, d'avoir ce côté tolérance au stress abiotique. Donc ça, c'est assez large, c'est de la physiologie toujours. Donc effectivement, c'est bien de la stimulation vis-à-vis de stress environnementaux. Donc on a eu l'exemple des ACC, des aminases, c'est très clair. L'éthylène étant l'hormone de stress des plantes, plus vous lui réduisez son signal de stress, bon, elle a des systèmes pour gérer tout ça, mais plus ça lui permet de mieux passer les petits stress. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez fin et très bien régulé par certains micro-organismes. Et s'ajoute à tout ça la brique du biocontrôle. Alors là, nous n'avons pas eu l'exemple, mais ça introduit effectivement que d'autres catégories de produits peuvent aussi jouer sur ce mécanisme d'une façon indirecte. Et donc, je vais laisser la place à Claude pour parler notamment des micro-organismes libres, dont effectivement les 3 catégories précitées donc, peuvent intervenir au niveau de ces intrants microbiens. Claude, c'est à toi. OK. Bien. Donc, les micro-organismes libres. Je vous ai déjà montré tout à l'heure que, par exemple, une spore d'endomycorhize, ça vit librement dans le sol, ça survit librement dans le sol sous forme de conservation. Donc, quand on parle d'organismes libres, très souvent, en particulier pour les champignons, ce sont des organismes qui sont en phase de stase et puis qui attendent que la racine vienne les réveiller pour que se mettre en activité dans la rhizosphère. Mais vous avez aussi des bactéries et des champignons qui sont tout à fait capables de vivre dans le sol indépendamment de la présence proche d'une racine, et on les appelle des saprophytes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se développer, par exemple, sur des résidus de culture, sur de la matière organique plus ou moins dégradée dans les sols. Alors, c'est pour illustrer, parce qu'il y a une très très large diversité, comme vous pouvez l'imaginer, donc pour illustrer ces organismes libres, on va prendre l'exemple d'une bactérie, Azotobacter, qui est une bactérie fixatrice d'azote, et puis un champignon, parce que je suis quand même mycologue et puis que j'ai du mal à oublier cet aspect-là. Donc, vous avez ici de très belles photos de culture d'Azotobacter en boîte de pétri avec un grossissement en microscopie électronique qui vous montre cette belle bactérie. Et de l'autre côté, vous avez la sporulation, la mise en culture ici d'un champignon qui donne des couleurs vertes dans la boîte de pétri avec une magnifique sporulation ici. Donc, pardon, je vais dans le mauvais sens. Les organismes libres tels qu'Azotobacter, par exemple, est capable de faire la même chose qu'Azospirillum ou que Rhizobium. Vous avez également, grâce à cette bactérie, une fixation de l'azote de l'air qui va augmenter la fertilité de vos sols. C'est donc bien des biofertilisants. Alors, les processus par lesquels ces bactéries sont capables de fixer l'azote de l'air sont les mêmes, biochimiquement parlant, mais elles ne passent pas exactement par les mêmes enzymes, et vous avez des rendements, je dirais, de fixation de l'azote qui sont différents. Le gros avantage d'un azotobactère, il n'est pas aussi performant en fixation qu'un azospirillum qui, lui, est toujours bien associé à la rhizosphère, mais il est capable de fixer l'azote même en présence d'oxygène, alors qu'en général, il y a une opposition entre les deux. C'est, on va dire, si on est finaliste, que c'est pour ça que chez Rhizobium, on enferme la bactérie dans une nodosité, parce que comme ça, elle est à l'abri de l'oxygène qui est là, et elle a un rendement bien supérieur en fixation d'azote de l'air. Vous avez aussi la production par les azotobactères d'un certain nombre de métabolites secondaires qui peuvent intervenir indépendamment de la fixation de l'azote. Ensuite, mon champignon préféré, si vous m'autorisez, le trichoderma. Alors, les trichodermas sont des vrais champignons du sol qui sont tout à fait capables d'avoir une vie active
sur la matière organique, sur les résidus de culture, indépendamment de la racine d'une plante. Mais ils sont opportunistes, hein, comme tous ces organismes libres. Donc, si une racine arrive et puis leur donne à casser la croûte, ils vont se dépêcher de se multiplier. Et vous avez ici deux images de racines de tomates colonisées par des bactéries, puis ici par du trichoderma. Tout ce qui est vert ici, c'est un trichoderma qui est transformé pour exprimer la GFP, c'est-à-dire une coloration fluorescente. Et ce trichoderma, il est capable de stimuler d'une part les réactions de défense de la plante et de stimuler la croissance de la plante. Les premières souches de trichoderma qui ont été isolées et qui ont été mises sur le marché l'ont été pour leur capacité de bioprotection. Et on s'est rendu compte ensuite que les plantes qui avaient été traitées avec les trichoderma pour lutter contre une maladie quelconque étaient plus vertes. Il y avait entre autres une stimulation de la fonction photosynthétique et on s'est rendu compte que c'est extrêmement compliqué de décortiquer le mode d'action de ce champignon. Et quand je vous parlais des interactions au niveau moléculaire entre les bactéries ou les champignons symbiotiques et la plante, c'est également vrai pour les organismes libres. Alors, c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence, c'est plus récent, mais par exemple, dans le cas de trichoderma, moi j'ai été impressionné par les travaux d'une équipe italienne qui a montré que vous avez plusieurs centaines de gènes de la plante dont l'expression est modifiée quand la plante est inoculée ou est colonisée par du trichoderma. Et quand vous allez du côté biocontrôle, c'est encore plus compliqué parce que vous avez d'autres gènes dont l'expression est modifiée en fonction de l'agent pathogène qui est sur la plante, qui est elle-même inoculée par le trichoderma. Donc, vous voyez que dans ces interactions entre les organismes dits libres et la plante, on est encore à l'âge de pierre en matière de compréhension de tout ce qui se passe. Et on peut espérer des progrès. Voilà, donc Marie-Emmanuelle, si tu veux reprendre la main pour cette synthèse. Oui, alors merci pour toute cette partie qui présente bien tous ces micro-organismes qu'on peut apporter ou qui sont déjà dans le sol ou ceux qu'on peut apporter et qui sont aujourd'hui des nouvelles solutions pour l'agriculture. Donc, sur cette diapo, c'est vraiment une synthèse globale de ce qui peut être attendu, en tout cas des inoculants microbiens. Et pas à négliger parce qu'en fait, voilà, il faut savoir que effectivement, concept biofertilisant, mise à disposition d'éléments nutritionnels, les biostimulants, aller jouer sur la physiologie de la plante, les interactions, comme vient de le démontrer Claude, c'est très important et effectivement, on en apprend un peu tous les jours. Qu'ils soient symbiotiques, mutualistes, opportunistes ou carrément libres. Et quand ils rencontrent la racine, ils sont aussi capables de dialoguer avec et de manipuler la plante ou la plante manipuler son microbiote. Donc, c'est là où ça devient vraiment très complexe, mais il y a un vrai intérêt. Donc, sur cette diapo, ce qu'on voit, c'est tout le champ des possibles. Et c'est aussi la raison pour laquelle nombre de produits aujourd'hui revendiquent un peu tout. On va revendiquer des biostimulants qui vont jouer sur la nutrition, d'autres qui vont jouer sur la stimulation des racines, d'autres qui vont être un effet protecteur. C'est un peu l'effet multidisciplinaire de ces organismes vivants. Alors oui, c'est le champ des possibles. Effectivement, au cas par cas, les genres, les espèces, les souches, c'est même spécifique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que non seulement c'est totalement lié avec la plante qui décide oui ou non de les accepter, puisqu'il y a de la sélection par la plante, ça c'est sa génétique. Et il y a aussi le facteur qu'on oublie souvent, que sont les facteurs environnementaux, puisque dans tout ce qui vient d'être raconté, nous ne parlons que d'organismes vivants. Une plante, des micro-organismes. On n'est plus sur un substrat, effectivement inerte, comme c'était pensé historiquement, pour faire fonctionner des engrais minéraux ou des choses assez simples. Donc, maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin, puisque ces produits existent. Tout est revendiqué. Maintenant, c'est essayer d'avoir les clés pour comprendre leur fonctionnement. Le champ des possibles est là, mais est-ce que vraiment ça fonctionne et sous quelles conditions? Donc, Claude, je te repasse la parole pour essayer de nous décrypter ces paramètres clés.
OK. Donc, quels sont les facteurs qui déterminent l'efficacité? Enfin, quelques-uns des facteurs qui peuvent déterminer l'efficacité. Les contraintes, c'est la stabilité et la constance des produits, mais c'est surtout, de mon point de vue, les conditions de l'environnement. Je dis pourquoi, de mon point de vue, c'est parce que la viabilité des souches bactériennes et fongiques, la stabilité, la constance des produits, dès lors que vous vous adressez à un produit qui bénéficie d'une autorisation officielle de mise sur le marché, ces critères-là sont vérifiés. Ils sont exigés dans le dossier de mise sur le marché. Le producteur doit démontrer que son produit est en fin de date de validité de DLO, identique aux qualités qui sont décrites sur l'étiquette et qui sont celles de la mise sur le marché au moment tout de suite après la production. Par contre, rien pratiquement n'est dit sur les conditions d'environnement. Or, il est évident que vous allez apporter des micro-organismes dans un sol où ils vont être confrontés à des tonnes d'autres micro-organismes, plus aux caractéristiques physico-chimiques du sol en question. Alors ici, sur cette diapo, il y a un certain nombre de facteurs qui ont été montrés. L'oxygène aérobie, je l'ai déjà dit, il ne faut pas oublier que vos organismes sont aérobies, donc vous avez intérêt à avoir des sols bien aérés. Les biocides, il est évident que tous les intrants sont susceptibles d'interagir et que si vous utilisez un biostimulant à base de champignons, vous n'allez pas utiliser un fongicide en même temps. Mais ce sur quoi je voudrais intervenir, c'est là, au niveau du pH et de la matière organique. La température, on n'y peut pas grand-chose, sinon choisir le moment auquel on peut intervenir quand les sols ont une température correcte, n'est-ce pas? Mais le pH et la matière organique, le pH en particulier, on ne va pas pouvoir le modifier. Donc, il est important de savoir que vous avez des organismes qui sont mieux adaptés à certains types de pH et que d'autres. Et ça, c'est un résultat de manip, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir qu'on est parti avec un sol argilo-calcaire d'un pH de l'ordre de 7,8 et on a comparé avec un sol sableux d'un pH 5. On a traité ces deux sols à la chaleur pour les stériliser, entre guillemets, les désinfecter profondément, et on a réintroduit dans chacun des deux sols, désinfecté, soit sa propre microflore, soit la microflore de l'autre sol. Et au bout d'un certain temps d'incubation, on a regardé quelles étaient les populations, les niveaux des populations de bactéries et de champignons. Et vous voyez ici que le sol de Dijon est beaucoup plus favorable que le sol de Mercey pour accueillir et permettre aux bactéries de se multiplier, avec pratiquement pas de différence selon l'origine, enfin même pas de différence ici, selon l'origine de la microflore que vous remettez dedans. Au contraire, le sol de Dijon est peu favorable à l'implantation des champignons qui ne se multiplient pas beaucoup dedans. Au contraire, dans le sol de Mercey, ils se multiplient beaucoup. Et là, vous voyez qu'on a une différence selon qu'on réinocule la flore de Mercey dans le sol de Mercey désinfecté. Ça se multiplie beaucoup plus que si on introduit la flore du sol de Dijon dans le sol. Donc, ces deux sols sont très différents par rapport à leurs caractéristiques physico-chimiques de pH et de teneur en matière organique, même si ça n'apparaît pas sur ce schéma. Un autre résultat expérimental, ici, c'est un limon de pH 7,9 avec une teneur en matière organique de 2,4%, et on a apporté un amendement organique avec un C sur N sur 10 ou une matière organique active. Et vous voyez que l'effet d'amendement organique, il n'est jamais négatif, mais il n'est quand même pas génial, alors que la matière organique active a considérablement augmenté la biomasse bactérienne. Et je crois que c'est encore pire dans le cas de la biomasse fongique, de la population de champignons exprimée ici en termes de biomasse. Vous avez 33% d'augmentation avec l'amendement organique, mais vous avez 180% d'augmentation avec la matière organique active. Donc, il faut bien comprendre que ce qui met en activité tous ces micro-organismes, que vous les ayez apportés ou qu'ils soient résidents, c'est la matière organique disponible pour leur efficacité, leur multiplication et l'expression de leur qualité. Voilà, à toi. Donc,
Merci beaucoup. Donc là, ce qu'on comprend bien et ce qui souvent n'est pas mis en avant, c'est que c'est toute cette complexité de la vie qui vient avec ces différents inoculants microbiens. Donc on a essayé de vous détailler un peu ces différentes catégories qui sont remises sur cette diapositive. Donc effectivement, il y a, pour rappel, les symbiotes qui, eux, interagissent carrément à l'intérieur de la racine, enfin, à proximité, mais qui viennent directement former des organes mutualistes à l'intérieur de la racine. C'est souvent pour des éléments nutritifs, nutritionnels, mais pas que. Vous avez aussi les organismes mutualistes qui sont dans la rhizosphère, où là, on a un vrai apport aussi. Et les organismes saprophytes qui, eux, n'ont pas forcément besoin de racines, mais quand il y en a une, effectivement, peuvent interagir pour biostimuler la plante qui pousse là où sont présents ces organismes. Donc, pareil, tout ce qui est bien mis en avant, c'est la texture et le pH du sol. Je crois que là, on a choisi effectivement deux expériences très simples, finalement, juste pour mettre en œuvre l'importance du pH du sol qui est complètement oublié et qui n'est souvent pas, voire jamais, indiqué sur les produits OR. Une des premières clés de succès pour un inoculant microbien, c'est de mettre dans un pH acceptable pour sa survie. Ça, il faudrait de plus en plus penser à donner cette information ou la réclamer, ce qui permettrait effectivement d'augmenter l'efficacité attendue du potentiel d'action de ces inoculants microbiens. La texture, on peut de toute façon essayer d'y travailler aussi. Et comme l'a rappelé Claude, et ça a été bien démontré, on parle de matière organique. Alors attention, active, parce qu'effectivement, il y a des matières organiques qui sont peu actives, qui sont très humifères, qui n'apportent pas de sources nutritives. Parce que là, on parle vraiment de carburant pour les micro-organismes. L'idée étant de leur donner à ces inoculants microbiens la capacité de se multiplier et d'avoir un potentiel d'action. Et pour conclure à tout ce séminaire, un petit clin d'œil, Claude, la dernière diapositive, s'il te plaît. Voilà. Et donc, effectivement, tous ces biostimulants du sol, aujourd'hui, je dirais presque qu'ils sont surreprésentés par les inoculants microbiens. C'est la raison pour laquelle il y a eu un focus lors de ce séminaire. Il existe bien évidemment d'autres types de biostimulants de la physiologie de la plante qui ne sont pas dépendants des micro-organismes. Mais là, on va très clairement parler de physiologie végétale. Et pour ces fameux inoculants microbiens, l'importance est vraiment de prendre en compte leur substrat, leur habitat. Et donc, pour conclure, jamais sans moi. Ne m'oubliez pas. Donc, maintenant, nous allons passer à l'échange de questions-réponses. J'espère que vous avez été nombreux à poser vos questions et Claude reste à disposition pour essayer de répondre le plus clairement possible à toute cette complexité du monde vivant qui se passe sous nos pieds. Donc, je vais être épaulée d'Olivier normalement pour cette partie. Et voilà, tu vas poser peut-être une ou plusieurs premières questions clés. Plusieurs premières questions, donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je les lis et je les retranscrirai pour Claude. Donc, en tout cas, merci vraiment pour cette présentation qui a été claire et complète. On a pu avoir un très grand balayage de tout ce qui se passait au niveau de vivant dans le sol. Il y a une première question que je vais poser et qui en amènera d'autres. Je pense qu'il y en a certaines déjà qui commencent à arriver. Donc, on a vu que c'était super intéressant, tous ces micro-organismes, qu'on voyait tout l'effet que ça pouvait avoir sur les productions végétales, quel que soit, je dirais, le type de végétal. Mais est-ce qu'il est du coup intéressant d'apporter des micro-organismes microbiens pour dynamiser justement tout ça? Quel est votre avis? C'est à moi qu'on pose la question. Ouais, bien sûr, c'est à toi. Bon, moi, je pense qu'effectivement, c'est toujours une question qui m'embarrasse parce que, comme je l'ai déjà dit, on sélectionne ces micro-organismes dans des conditions de laboratoire. La démonstration de leur efficacité, elle est faite, mais elle est faite dans des conditions particulières. Et c'est pour ça que j'insiste et que Marie-Emmanuelle a bien insisté aussi sur le fait qu'ensuite,
il faudrait être capable de bien préciser les conditions d'emploi de ces micro-organismes qui ont été sélectionnés. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement qu'ils s'installent et qu'ils survivent, mais il faut qu'ils expriment les caractéristiques bénéfiques pour lesquelles on les a sélectionnés. Et comme on l'a redit, il y a une telle diversité de sols et de conditions environnementales. Vous avez ce problème de dialogue entre certaines espèces végétales et le micro-organisme. Ce n'est pas n'importe quelle préparation microbienne qui fonctionnera dans n'importe quel sol. Très bien. Voilà. Donc, merci pour cette réponse. Et alors, il y a beaucoup de questions qui remontent là actuellement, qui tournent autour un petit peu de la même thématique. C'est qu'est-ce qu'on appelle une matière organique active? Donc, Claude, est-ce que tu peux nous répondre là-dessus? À mon avis, vous êtes mieux placé chez Fraissinet que moi pour y répondre, mais ce qui est clair, c'est sûr que les matières organiques de type humus, acide humique, etc., ça représente des réserves de matière organique pour les sols, mais ce n'est pas cette matière organique-là qui est directement utilisable par les micro-organismes. Donc, Marie-Emmanuelle l'a bien dit à la fin, c'est de la matière organique qui est directement assimilable par les micro-organismes pour les remettre en activité. Ce n'est pas simplement qu'ils leur permettent de se multiplier, c'est leur permettre d'être physiologiquement actifs pour exprimer les caractéristiques pour lesquelles on les a sélectionnés. On a dit dans beaucoup de cas, c'est des métabolites secondaires produits par les micro-organismes qui vont avoir les effets biostimulants ou biofertilisants. Donc, il faut que dans le sol, ces micro-organismes soient physiologiquement actifs. Et c'est là que la matière organique facilement assimilable, donc apportant du carbone facilement assimilable par les micro-organismes, est indispensable. Non, pour compléter, effectivement, Vous savez, la matière organique active, c'est vraiment le carburant premier pour les micro-organismes. Et donc, effectivement, ce sont des petites molécules carbonées qui leur permettent un peu de s'installer et de commencer à manger et voilà, d'avoir leur effet. Donc, effectivement, ce n'est pas ces grosses molécules qui vont structurer le sol, comme on parle de matière organique. C'est vraiment de la matière organique active, labile, qui va booster l'implantation ou la vie de la flore endémique, celle qui est là. Donc, vous savez au niveau, encore juste une chose pour compléter ce que vient de dire Marie-Emmanuelle. Au niveau du labo, vous savez ce qu'on fait quand on veut donner à manger aux micro-organismes? On met tout bêtement du glucose et ça marche à tous les coups. Donc, on ne peut pas imaginer d'apporter des centaines de kilos de glucose à la surface des sols, mais ça marche très très bien. Donc, c'est vraiment des toutes petites molécules carbonées qui donnent de l'énergie immédiate aux micro-organismes. Donc, sujet qui passionne, une suite de questions. J'essaye de trier un peu et d'essayer de regrouper. Il y a plusieurs questions qui tournent autour d'un phénomène qui est de dire est-ce que les micro-organismes qu'on pourrait apporter, donc si j'ai bien compris la réponse de Claude tout à l'heure, qui ne sont pas toujours nécessaires parce que dans la plupart des sols, en fait, on a déjà des micro-organismes présents, mais est-ce que ces micro-organismes finissent par s'installer durablement dans les sols? Est-ce qu'il n'y a pas besoin, du coup, s'ils s'implantent, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans les questions qui posent de dérive génétique? S'ils ne s'implantent pas, est-ce qu'il faut les réapporter régulièrement? Et est-ce qu'on ne peut pas avoir des effets aussi négatifs de ces implantations de micro-organismes parce que pas adaptés justement au sol ou pas adaptés au binôme, je dirais, sol-culture? Bon. C'est évidemment un ensemble de questions qui est très, très intéressant auquel on n'a pas de réponse absolue. Pour moi, si vous voulez, quand vous apportez, on va dire, un bacillus ou un pseudomonas, vous avez des populations, des communautés de pseudomonas et de bacillus extrêmement abondantes et extrêmement diversifiées en termes de génotypes dans les sols. Donc, ce que vous faites, vous ne faites qu'enrichir avec un génotype donné une communauté qui préexiste. Alors après, pour savoir justement pour qu'il y ait de l'efficacité, il
faut que cette souche soit suffisamment compétitive par rapport à ceux qui préexistent. Et ça, on a bien du mal à le savoir. Enfin, je veux dire, là, à l'heure actuelle, avec le Covid et les fameux variants anglais, c'est exactement l'image qu'on peut avoir. Si vous prenez un micro-organisme qui n'est pas spécialement compétitif, il va vous l'apporter, à condition que vous l'apportiez à une concentration qui est suffisante, vous allez voir un effet, vous allez voir monter la densité de la population de la communauté à laquelle il appartient, c'est vraisemblablement celui que vous avez apporté qui est là, et puis très rapidement, vous allez redescendre, retrouver une résilience, vous allez retomber au niveau initial de votre communauté de Pseudomonas ou de Bacillus dans les sols. Alors, on ne peut pas exclure que parfois, volontairement ou involontairement, on ait sélectionné quelque chose qui est particulièrement compétitif et qui va se mettre à dominer à l'intérieur de la communauté correspondant au genre ou à l'espèce donnée. Et c'est pour ça, ça a été rappelé tout à l'heure par Marie-Emmanuelle, en termes de réglementation, on est obligé de mettre au point un outil qui permette d'assurer le suivi quantitatif du micro-organisme au niveau de la souche dans l'environnement pour vérifier justement que votre augmentation de la population globale après l'apport, elle est bien liée à l'apport que vous avez fait et que par contre, ce micro-organisme ne va pas devenir dominant malgré le danger qu'il pourrait représenter pour les autres organismes. Donc, c'est vraiment du cas par cas et c'est une vraie question, pas facile à résoudre. Alors, pour compléter, il faut savoir que c'est assez récent en agriculture, sauf certains Bradyrhizobium, effectivement, qui datent qui ont été amenés. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gros projets de recherche au niveau européen pour essayer de répondre à ces questions environnementales dont on n'a pas la réponse, c'est-à-dire que ça a été mis sur le marché avant même qu'on ait vraiment des grosses études d'impact. Et il faut savoir que c'est en cours, il y a des gros projets européens, des colloques spécialisés dessus. Et effectivement, la science avance. Actuellement, on part du postulat qu'il y a plus de chances effectivement qu'il n'y ait pas je dirais de persistance dans les sols. D'ailleurs, les souches normalement doivent être évaluées comme cela au départ, mais qui veut dire non persistant, veut dire non efficacité effectivement. Et surtout, c'est le problème qu'on se pose, c'est peut-être que c'est qu'un effet start, c'est-à-dire l'inoculant émis, il ne peut pas perdurer dans l'environnement. Est-ce qu'il a le temps d'avoir son efficacité? Tout ça sont vraiment des grosses questions. Claude l'a bien dit, c'est étudié principalement en laboratoire, testé au terrain dans des conditions de champ où on ne maîtrise pas tout du tout, et encore moins sous nos pieds, ce qui était le problème et ce qui fait qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur cet habitat. Et donc, effectivement, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette réponse, on ne pourra pas la donner. On se pose beaucoup de questions, des projets de recherche avancent et des réponses commencent à tomber. Mais ça va être aussi, attention, genre par genre, espèce par espèce, souche dépendant et génotype de la plante. Donc, toute la complexité, voilà, toute la complexité du vivant. Et il n'y aura pas de réponse parfaite. Voilà. Donc, peut-être sans transition, mais des petites questions, enfin des questions qui tombent aussi sur tout ce qui va être des pratiques culturales. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que effectivement, ce qui était important, c'était aussi l'état du sol et comme tu l'as très bien dit au début, l'habitat. La question, est-ce qu'il n'existe pas des pratiques qui pourraient être antagonistes et après, est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi, selon, il y avait une question aussi qui avait été posée un peu en amont, de dire, voilà, dans des systèmes un peu de monoculture ou de nudité des sols, on est loin d'un équilibre écologique, donc ça rejoint un petit peu cette idée-là. Comment on fait pour des pratiques? Et en gros, c'est est-ce que la diversité est intéressante et est-ce que les pratiques vont jouer aussi là-dessus? Moi, je pense qu'effectivement, toute pratique a une influence à un moment donné sur la microflore du sol. Alors, parmi les grosses erreurs à ne pas faire, parce qu'on en avait déjà discuté l'autre jour aussi, c'est qu'il est absolument idiot de vouloir apporter
un fertilisant azoté en même temps qu'un rhizobium. Si on a choisi un rhizobium pour inoculer une légumineuse, c'est pas la peine d'y mettre de l'azote apporté autrement. Donc, cumuler les deux, c'est un petit peu débile, si vous me permettez l'expression. C'est la même chose. On sait très bien que pour les endomycorhizes, vous avez une répression de la mycorhisation par les glomales si vous avez une forte teneur en phosphore disponible dans vos sols. Donc, ce n'est pas la peine non plus là de prendre la ceinture et les bretelles. Donc, si vous choisissez de faire de la mycorhisation, il est utile de faire une fertilisation phosphatée très importante. Ensuite, pour le reste, je l'ai dit, moi je crois que ça dépend du type de sol, et c'est donc à chaque agriculteur de savoir, c'est lui qui connaît le mieux son sol. Hein. Je pense qu'il faut éviter, par exemple, la battance. Si on veut qu'on introduise un micro-organisme ou qu'on veuille simplement stimuler la microflore en place, il faut avoir des sols qui soient bien aérés. Il faut éviter les zones de compaction. Il est évident aussi, mais ça, je pense que vous le traiterez dans votre prochain webinaire, si j'ai bien compris, vous avez aussi un problème avec la rotation culturale. On sait maintenant que les plantes, elles élisent parmi la flore du sol celle qui va venir coloniser leur rhizosphère. Donc, ça a souvent été dit, mais je ne crois pas que ce soit réellement fait, on peut imaginer aussi d'avoir une culture dérobée entre deux cultures principales qui soit choisie par rapport à la microflore qu'elle va multiplier dans le sol pour que la culture suivante en bénéficie. Hein. On dit que justement on peut faire une culture de légumineuses qui va accumuler de l'azote qui sera disponible pour la culture de céréales suivante et qui permettra de réduire un petit peu la fertilisation azotée de la culture suivante. Donc, encore une fois, l'agronomie, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. C'est par définition multifactoriel et je crois que c'est quand même l'agriculteur qui connaît le mieux son sol et il faut qu'il fasse attention à ne pas se laisser simplement induire en erreur avec toutes les étiquettes sur les produits qu'on peut lui proposer. Ben justement, transition sur la partie étiquette, une question qui est posée, et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir justement d'un point de vue réglementaire, mettre les caractéristiques indispensables à l'expression justement du micro-organisme, c'est-à-dire les conditions de pH et de matière organique nécessaires ou autres éléments? Est-ce que c'est des éléments qui peuvent être envisagés, qui a priori ne le sont pas aujourd'hui, vu que les gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont des utilisateurs, ne les retrouvent pas? Alors, je crois que quand on avait travaillé, sur justement ce texte pour savoir ce qu'il faudrait faire, c'est très difficile de mettre sur une étiquette les conditions optimales. Par contre, ce que l'on avait demandé, mais alors je ne sais pas si c'est fait, c'est qu'on précise sur l'étiquette la culture et les conditions d'environnement dans lesquelles la démonstration de l'efficacité avait eu lieu. On ne peut pas dire que ce sera généralisable, mais on pourrait au moins préciser. Je me rappelle quand on avait discuté de ça, c'était en particulier pour les légumes feuilles, des trucs comme ça. Si c'est un légume feuille, si c'est un légume racine, c'est pas la même chose. Donc dire la démonstration de la biostimulation a été réalisée sur de la carotte et pas sur de la laitue. On avait demandé, mais je ne suis pas sûr que ce soit respecté. Alors, au niveau de la France, effectivement, est spécifié pour toute matière fertilisante la démonstration sur la culture, mais par rapport aux paramètres, effectivement, ça n'est pas remonté à ce jour et je pense que ça ne le sera pas dans le futur, tout simplement parce qu'il y a ce fameux règlement européen qui arrive sur les biostimulants qui englobera tous les inoculants microbiens. Et dans ce règlement, en fait, ils sont un peu gérés comme des matières fertilisantes pour lesquelles il n'y a pas ces spécificités à produire. Donc, je ne pense pas que cela puisse apparaître, mais par contre, il serait bon aussi de mettre les firmes productrices de ces inoculants qui souhaitent quand même mettre en avant l'efficacité de leurs produits. Je pense qu'il est aussi possible à
eux, de mettre sur leurs étiquettes la plage d'efficacité du pH, effectivement, ainsi que peut-être la teneur en matière organique minimale qu'ils ont eu besoin pour mettre en place ces efficacités. Tout simplement, alors là, si je reprends ma casquette évaluatrice à l'époque, lorsqu'on faisait ces essais d'évaluation, j'en ai fait beaucoup pour les inoculants microbiens, on sélectionnait les paramètres environnementaux et donc nous savions de quelle typologie de test nous avions une efficacité. Donc effectivement, je pense que plus que de demander à la réglementation qui est obligée d'être restreinte au cadre réglementaire européen, peut-être aux firmes et aux utilisateurs de ne pas hésiter à demander cette information pour l'avoir et effectivement les utiliser au mieux. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. Quand on achète une voiture, on aime bien savoir ce qu'elle est capable de faire et quand est-ce qu'elle fonctionne. C'est un peu pareil. Je pense qu'on peut aussi retourner la situation. Donc, je vais essayer de vous compiler encore deux questions. Je pense que Claude aura une bonne réponse, enfin une réponse à donner. C'est est-ce qu'il existe des méthodes accessibles de recherche, mais hors recherche fondamentale, enfin des méthodes hors recherche fondamentale pour quantifier et qualifier les micro-organismes du sol, aussi bien bactéries et champignons? Donc ça, c'est la première question. Et je dirais qu'une fois qu'on a ces méthodes, est-ce qu'il existe aussi au sein du profil, donc c'est-à-dire au plus on descend dans le profil, des différences entre des mutualistes ou des saprophytes? Donc voilà, en gros, comment on évalue avec des méthodes standards et accessibles et est-ce qu'on a des différences en fonction des profondeurs? Bon, les méthodes, elles existent, hein, c'est-à-dire depuis les méthodes, les très vieilles méthodes de suspension, dilution, de sol qu'on étale sur des milieux plus ou moins spécifiques en fonction de ce qu'on recherche. Bon, bactéries, champignons, c'est facile à faire. À l'intérieur des bactéries, on a un certain nombre de milieux spécifiques qui permettent d'aller dans les groupes qu'on recherche. Et puis, évidemment qu'aujourd'hui, l'idéal, ce sont les méthodes moléculaires si on veut aller plus loin. Et comme je l'ai dit, logiquement, la réglementation française, pour l'instant, puisqu'elle était calquée sur celle des biopesticides, elle impose la mise à disposition des laboratoires pour des raisons réglementaires d'un profil moléculaire de la souche qui est introduit. Donc, si vous voulez, par exemple, nous, en tant que labo privé à graines, si on fait ça, mais si le dossier est un micro-organisme homologué, normalement la firme dispose d'amorces moléculaires qui nous permettent directement de quantifier précisément dans le sol ou dans la plante la quantité du micro-organisme introduit. Et si quelqu'un veut, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas déjà fait, c'est assez facile d'obtenir des marqueurs moléculaires spécifiques d'une espèce ou d'un groupe, etc. Ça se fait pratiquement en routine. Mais alors, la question, je pense, elle était plus, est-ce qu'un agriculteur est capable de regarder par lui-même? La réponse est qu'on ne peut pas, il faut quelques étalements. Alors moi, j'appelle ça, désolé, les méthodes grand-papa qui marchent très très bien. Effectivement, c'est-à-dire ces fameux étalements, dilution de sol, étalement. Mais non, désolé. Tu le sais, mais effectivement, donc, il n'y a pas de méthode accessible utilisateur aujourd'hui. Ce qu'il y avait derrière ma question, peut-être pour la préciser, c'est vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que on achète un produit, comment je sais si au final c'est ce que j'ai ensemencé qui fait effet ou est-ce que c'est le support? Comment je peux aller vérifier? Et derrière aussi, je pense qu'il y a, c'est quelle utilisation on va pouvoir aussi, comment on peut évaluer dans mon champ si j'ai un certain équilibre déjà microbien et fongique intéressant et auquel cas je n'ai pas besoin de rajouter. C'est un petit peu, je pense, est-ce qu'il existe des outils de pilotage? Et il tombe justement la question là en direct où il y a des gens qui parlent, est-ce que la séquenciation massive, donc l'extraction d'ARN, ce qu'on voit aujourd'hui un petit peu comme méthodologie, n'est pas une des méthodes et est-ce que ça pourrait être utilisé? Bon alors, il y a deux niveaux de réponse, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est par rapport à un produit connu, on a les méthodes qui permettront de vérifier que
c'est bien le produit qui est marqué sur l'étiquette, c'est bien celui qui est dans le produit, et qu'après, apport au champ, on est capable de le retrouver ou pas de le retrouver, et même de le quantifier. Okay, et après, savoir s'il est efficace ou pas efficace, ben, c'est un essai agronomique de base, classique. L'autre question, et je rejoins ce que disait Marie-Emmanuelle, par rapport à, non pas une inoculation, mais à savoir si notre sol, il a une microflore qui est utile. Alors, on a plein de méthodes moléculaires. Hein. Il faut voir ce que fait Lionel Rangard, là, mon ex-collègue à Dijon. C'est super intéressant, mais ce dont nous n'avons, ce que nous n'avons pas pu coûter très cher maintenant, va vous dire j'ai 3 millions d'OTU dans ce sol-là, puis j'en ai 2,5 millions dans l'autre sol. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de fertilité du sol? Parce que finalement, ce qui intéresse l'agriculteur, c'est est-ce que cette microflore-là, elle est utile à la production agricole, à la culture que je vais faire dessus, ou est-ce qu'elle n'y est pas? Et pour l'instant, on manque de références. Il faudra faire des années d'analyse et de corréler ces résultats d'analyse moléculaire avec des rendements, avec de la qualité sanitaire, etc. Et ça, on en est au début. Donc ça veut dire, si j'entends bien, dans la réponse, c'est de dire qu'aujourd'hui, il existe des méthodes, mais tout ce qui est séquençage de sol et autres, on n'a pas encore l'évaluation d'ailleurs de qu'est-ce que ça signifie. Et aujourd'hui, on est obligé de se fier en fait aux essais qui ont été faits par les gens qui mettent sur le marché des produits pour reconnaître. Moi, on ne peut pas vérifier s'il y a implantation ou pas. Je ne peux pas, moi, vérifier. Il y avait une question donc, que je n'avais pas remontée, mais qui est de dire que là, quand j'apporte 300 kilos par hectare d'un produit avec une certaine quantité de micro-organismes, comment je peux savoir s'ils sont implantés ou pas? Et est-ce que vraiment ces 300 kilos ramenés à un hectare vont avoir un impact au final du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de, plutôt de faire croire à un effet plutôt qu'un autre? Je vais être très méchant parce que si vous apportez 300 kilos d'un produit microbien, je pense que ça aura un effet parce qu'en général, regardez les étiquettes, on vous dit 500 grammes ou 1 kilo hectare. Et là, j'y crois beaucoup moins. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que quand il y a 300, mais les méthodes pour le 300 kilos d'un produit qui contient 1 kilo de micro-organismes. Hein. Voilà. Ouais. Ou même 500 grammes. Et donc dans ce cas-là, il y a peu d'efficacité. Exactement. Bon, moi si vous voulez, pour rebondir aussi sur ce que redisait Marie-Emmanuelle tout à l'heure, moi je ne suis pas convaincu, si vous voulez, qu'il n'y ait jamais disparition d'un micro-organisme. À partir du moment où vous prenez un micro-organisme du sol, ce qui est le cas de la grande majorité des biostimulants, que vous le rapportez dans le sol, à mon sens, il ne faut pas vous poser la question de savoir s'il va disparaître. Il ne disparaîtra jamais parce qu'il retrouve, c'est un champignon du sol ou une bactérie du sol, elle retrouve dans le sol. Mais elle va peut-être tomber à des niveaux de population qui ne sont pas détectables pour l'instant. Et ça, ce n'est pas grave. Hein. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'elles deviennent dominantes. Donc nous avons quelques soucis de connexion. Il y a eu quelques micro-coupures, je sais, là, pendant un petit peu tout le webinaire. Donc on est désolé, c'est des soucis plutôt connexion Internet. Il est de toute façon midi et quart et donc il sera temps de conclure. Je pense voilà, on a répondu encore une fois pratiquement à toutes les questions. Celles auxquelles on n'a pas pu répondre, on vous y répondra. Donc voilà, vous avez entendu dans la réponse de Claude, sur la dernière partie, c'est de dire que oui, les micro-organismes vont rester. Est-ce qu'ils seront en quantité suffisante pour avoir un effet ou pas? Ça, c'est un point d'interrogation. Et après, du coup, ça pose effectivement la question de tous ces éléments qu'on ramène dans le sol. Et donc, j'espère que vous aurez apprécié à travers ces réponses un petit peu tout là, le rôle central de la matière organique autour de ces micro-organismes. Je te laisse conclure, Manu. Oui, donc il est temps de toute façon. Donc effectivement, déjà, moi, je voudrais remercier tout spécifiquement Claude, mais je ne sais pas s'il m'entend, qui nous a donné l'opportunité de l'avoir avec nous aujourd'hui. Pour un retraité, c'est quand même une bonne chose pour nous. Et je pense que c'est l'une de ses dernières interventions, donc je voulais le féliciter aussi
parce qu'il a une grande carrière derrière lui. C'est un grand monsieur, un grand chercheur qui a beaucoup apporté à l'agriculture et je pense qu'il va nous accompagner encore longtemps, en tout cas je l'espère. Donc, pour reprendre synthétiquement, l'élément clé, le sol, ça on en parle chez Fraissinet, je dirais presque c'est inné. Quand on arrive, on nous met le sol en main. C'est effectivement cet élément de physico-chimie, mais surtout, et ce qu'on a voulu dire aujourd'hui, c'est que c'est un élément de biologie, l'habitat. Plein d'organismes vivants. On vous a fait un focus micro-organismes parce que les produits de stimulation aujourd'hui ciblent les micro-organismes. Mais on peut limite faire la même chose avec les nématodes, avec d'autres organismes, des prédateurs qui font aussi un rôle de stimulant en quelque sorte en gérant les populations. C'est toute cette antibiose, donc toute cette coordination des organismes du sol qui est très importante pour l'équilibre du sol. Donc, l'effet des organismes, effectivement, on peut se poser la question de leur efficacité. Est-ce que c'est toujours efficace? Pas toujours efficace. Est-ce que je les mets? Est-ce que je ne les mets pas? Tout ce qu'on peut dire avec les éléments actuels scientifiques, techniques aussi, et les premiers retours du terrain, c'est que tout est conditionné à leur habitat, ce qui est totalement logique. Donc, il faut effectivement prendre en compte, lorsqu'on utilise ces inoculants microbiens, tous les paramètres environnementaux, et notamment les plus cruciaux, qui sont le pH, l'oxygène. Ne mettez pas un organisme qui a besoin d'air là où il n'y en a pas, ça ne marchera pas. Et aussi cette fameuse matière organique active, donc dite active, tout simplement pour les implanter. Vous apportez un inoculum, cet inoculum à 99%, voire 100%, Claude ne contredira pas, mais ce sont des spores enquistés parce que c'est la forme de conservation qu'on a aujourd'hui pour les produits commerciaux. Il faut qu'elle germe, il faut qu'elle se développe et cet effet starter nécessite une matière organique donc active, c'est leur carburant de vie. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est très complexe, mais il y a quand même des éléments clés sur lesquels on peut s'appuyer pour la réussite de ces produits qui, à ne pas en oublier, qu'ils soient apportés ou qu'ils soient endémiques, ceux que vous avez, si vous les choyez, effectivement, il est possible qu'ils aient des effets fort bénéfiques pour la production agricole. Et ça, c'est vraiment un élément clé nouveau. Aujourd'hui, on va faire attention à ce qu'on a dans nos sols. Voilà. Donc, je vous propose de vous retrouver dans une prochaine session, donc au printemps. On vous donnera les dates un peu plus tard. Et cette fois-ci, on fera un focus un petit peu plus après le sol sur la biostimulation des plantes. Alors, sujet très vaste qu'on va essayer effectivement de valider avec des gros étapes clés cruciales et surtout, on espère vous retrouver donc très nombreux à ce prochain webinaire qui aura lieu très prochainement. Au plaisir de vous retrouver. Très belle journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.